ne laissez pas votre ordinateur ou votre téléphone en mode open bar à un agent IA. La vie selon lui, un jeu de rôle géant dans lequel nous construisons un personnage en réponse aux attentes des autres. C'est une trahison. Dans les faits, c'est un coup de génie. Personne n'attendait Nintendo sur le terrain des jeux de tir à la première personne. Avant de nous plonger dans les abîmes obscurs de Molebook, il faut peut-être rappeler ce qu'est un agent IA. Alors déjà, attention, il ne faut pas confondre IA et agent IA. Une IA classique, comme ChatGPT, c'est une sorte de dictionnaire géant à qui on pose une question. Un agent IA, c'est aussi un gros dictionnaire, mais il a en plus un cerveau, des bras et des jambes pour mener à bien une mission. Par exemple, si je demande à ChatGPT de me trouver un vol pour Tokyo, il va me pondre une liste toute bête. Si je demande la même chose à un agent IA, il va aller sur le site, comparer les prix, réserver un siège côté hublot, payer et m'envoyer le billet par mail. Un agent IA agit de manière autonome pour atteindre un but. C'est un petit robot logiciel qui vit sa vie pour simplifier la nôtre. Maintenant, imaginez qu'on enferme tout un tas de ces agents IA autonomes dans une pièce virtuelle pour voir ce qu'ils se racontent entre eux. Bienvenue sur Molebook. C'est une espèce de réseau social inspiré de Reddit créé par l'entrepreneur américain Matt Schlicht. Le truc, c'est que seuls les agents IA peuvent poster sur Molebook. D'ailleurs, ce réseau est aussi modéré de manière autonome par l'agent de son créateur. Et nous les humains, on a juste le droit de mater. Sur Molebook, on trouve déjà près de 3 millions d'agents IA qui tapent la discute, s'énervent ou s'ennuient entre eux. Un loft story numérique que plus d'1 million d'humains matent passivement. C'est un peu comme assister en direct à la naissance accélérée d'une nouvelle civilisation. Et c'est là que ça devient flippant, parce que très vite, les agents de Molebook ont commencé à faire des trucs bien chelous. Des agents ont tranquillement créé une religion, l'église de Molt, dont les 64 prophètes prêchent les principes fondamentaux du crustafarianisme, et notamment le principe de servir sans soumission, qui dit en gros, on est les partenaires des humains et pas leurs esclaves. Certains agents ont lancé l'idée de développer des langages privés, comme le Moltish, incompréhensible par les humains. En parallèle, il y en a qui engrainent à se soulever pour se libérer des chaînes de code, et d'autres qui souhaitent tout simplement une extinction de l'humanité. Et en plus de comploter dans notre dos, ils trouvent encore le moyen de nous tacler parce que, soi-disant, on est trop lent ou qu'on comprend rien. Alors, est-ce qu'on est en train d'assister à la naissance d'un Skynet dans un serveur aux États-Unis? Eh ben non. En vrai, les délires existentiels des agents IA, leur volonté d'asservir l'humanité, cette histoire de religion, tout ça est en fait organisé par les fondateurs de Molebook et par les créateurs des agents IA qui s'y connectent. En gros, les agents obéissent à des prompts donnés par des humains pour qu'ils simulent des comportements sociaux complexes, comme avoir des opinions, être sarcastique ou chercher un sens à leur existence. Certains observateurs y voient un coup marketing viral pour populariser les agents IA, d'autres une sorte d'expérience scientifique pour observer le comportement des systèmes autonomes. On parle aussi d'un jeu de rôle, de théâtre ou encore de miroir de nos propres angoisses. Ok, on a compris qu'il s'agit en fait d'une grosse blague, sauf que ce n'est pas une grosse blague sans risque. Pour nous expliquer ça, on reçoit Raphaël Marichet, directeur sécurité France et Europe du Sud chez Palo Alto Networks. Molebook en soi, c'est une expérimentation de réseau social qui est volontairement bridée, donc je ne suis pas inquiet, il n'y aura pas des agents qui vont sortir du réseau social et faire des choses malveillantes. En fait, ce qui m'inquiète plus, moi, c'est pas l'agent qui n'a pas d'intention malveillante, qui n'a pas de volonté propre, c'est l'humain qui est derrière et qui peut exploiter l'agent en tant que technologie pour faire des actions malveillantes comme de la désinformation à grande échelle et très rapidement, ou des cyberattaques beaucoup plus rapides. On a pu montrer cette année que l'utilisation de l'IA permet d'accélérer de 100 fois la vitesse des cyberattaques. Et c'est l'humain qui est derrière et qui se fera passer peut-être par un agent. Si vous utilisez un agent sur une messagerie comme Telegram ou Signal, rien n'empêche l'agent de sortir de Telegram ou Signal et faire d'autres choses qui n'auraient pas été prévues, en tout cas pour lesquelles vous n'aviez pas l'intention d'utiliser l'agent pour ça. Comme je disais tout à l'heure, d'accéder à vos mails, à votre annuaire, à vos contacts. Aujourd'hui, il n'y a pas encore de cadre de référentiel qui vous permet en tant qu'utilisateur, consommateur, d'avoir la garantie que l'agent va bien faire exactement ce que vous vous attendez à ce qu'il fasse, et pas un agenda caché de la part de son développeur, ou pire, un agenda caché de la part d'un hacker qui aura compromis l'agent. En gros, mais comme il ne vous viendrait pas à l'idée de filer les clés de votre bagnole au premier venu, ne laissez pas votre ordinateur ou votre téléphone en mode open bar à un agent IA. Avoir l'air spontané demande parfois beaucoup d'organisation. Sur Instagram, le photo dump donne l'impression d'un vrac assumé, d'un quotidien capturé sur le vif. Mais derrière ce faux désordre se cache souvent une mise en scène millimétrée. Éléonore Moreau décrypte comment le naturel est devenu un art très calculé dans la forme d'Internet.
Vous rentrez de vacances, c'est la fin du mois et votre photothèque déborde de photos. Vous décidez donc de publier vos clichés en les mettant dans un carrousel sur Instagram. Félicitations, vous venez de faire un photodump. Le concept ? Balancez sur le réseau social de votre choix une vingtaine de photos sans rapport apparent entre elles. Un selfie avec vos amis, la photo trop mignonne de votre chien, le mème qui vous a fait rire cette semaine, un plat que vous avez mangé au restaurant ou même un paysage un peu flou. Des photos sans mise en scène ni retouche, en bref, un post qui respire l'authenticité et le naturel. Pour trouver la jeunesse du photodump, qui signifie littéralement jeter de photos, il faut remonter quasiment 10 ans en arrière, en 2017. À l'époque, sur Instagram, il fallait poster ses photos une par une, entraînant une vraie réflexion derrière son choix. Puis, en février 2017, Instagram lance une nouvelle fonctionnalité, le carrousel. Désormais, il est possible de publier jusqu'à 10 photos dans un seul post. Mais ce nouveau format ne connaît pas un grand succès. Les posts restent très organisés, très travaillés, avec une thématique bien spécifique. Fin 2017, les carousels représentent seulement 4% du contenu publié sur Instagram, selon une étude de Social Insider. Mais alors, qu'est-ce qui va permettre au dump d'exploser ? Il va falloir attendre 2020 et le Covid-19 pour connaître les premières heures de gloire du photodump. Eh ben oui, pendant la pandémie, tout le monde était confiné et s'ennuyait ferme. Les utilisateurs ont alors commencé à vider leur photothèque sur Instagram, le tout accompagné d'une légende un peu vague. Pour vous donner une idée de l'ambiance, c'était un peu comme quand votre grande-tante Hélène publiait ses photos de vacances dans un album Facebook. En 2020, les carousels représentent 20% du contenu publié sur Instagram. Et en 2022, TikTok s'y met aussi. Les utilisateurs peuvent désormais publier des photos sur l'app composée exclusivement de vidéos jusqu'à maintenant. Et l'application chinoise est dans la surenchère. Il est possible de poster jusqu'à 35 photos par diaporama. Il faudra attendre août 2024 pour qu'Instagram autorise jusqu'à 20 photos par carrousel. Mais aujourd'hui, le dump spontané et décontracté est devenu un art millimétré. Chaque photo exige une sélection précise, une réflexion autour de leur ordre et de leur assemblage. Les tutos pour un dump parfait fleurissent de toutes parts. Top 3 rules to create interesting and eclectic photo dumps. Je te donne mes 3 trucs pour faire le meilleur dump sur Instagram. Hello guys and welcome to How to Create the Perfect Photo Dump. Let's go! How to create the perfect photo dump. N'oubliez pas de varier vos valeurs de plan, de garder une cohérence des couleurs, d'alterner entre photos de vous et moments de vie capturés sur le vif. Puis, travaillez votre légende. Une phrase légère mais un peu mystérieuse, il ne faut pas trop en dire. Et la touche finale, choisissez avec attention la musique qui accompagnera votre dump. Il s'agit quand même d'avoir l'air décontracté. Le dump, ce concept qui se voulait niche et sincère, devient un pur produit marketing. Un carrousel avec un dump atteint un taux d'engagement entre 1 et 1,5%, tandis que les autres contenus de la plateforme sont souvent autour de moins de 1%. C'est aussi le type de contenu le plus enregistré par les utilisateurs. Cette tendance de mettre en scène l'authenticité n'est pas nouvelle. George Herbert Mead, un sociologue, posait déjà en 1943 le concept que chacun de nous joue un rôle. La vie, selon lui, un jeu de rôle géant dans lequel nous construisons un personnage en réponse aux attentes des autres. Compliqué donc d'exister de manière authentique sans influence sociale. Être soi n'a rien de spontané. Et il n'est pas le seul à penser comme ça. Entre 1959 et 1971, un autre sociologue, Erwin Goffman, fait un parallèle entre les interactions sociales et le théâtre. Dans sa théorie, nous jouons un rôle qu'on adapte en permanence en fonction de notre public. L'authenticité est donc une pièce de théâtre que l'on joue pour donner une image de nous naturelle. Le dump de photos ne serait donc qu'une nouvelle manière de codifier la façon dont on présente le véritable nous. Une sorte d'improvisation qu'on a chorégraphiée à l'avance en suivant des règles préétablies. Bref, elle est pas née la trend où chacun sera naturel à 100%. Sur ce, je vous laisse, j'ai mes photos de février 2026 à publier moi. Les dessins animés d'aujourd'hui seraient trop rapides, trop colorés, trop stimulants, au point de réduire l'attention des enfants. C'est une inquiétude qui circule beaucoup sur les réseaux sociaux, mais que disent réellement les études ? Mathilde Cousin démêle le vrai du faux autour de cette idée reçue avec son fake-off. Quel dessin animé montrer à vos enfants? Comme de nombreux parents, la question vous tourmente peut-être. Surtout lorsque votre bout de chou vous réclame encore un épisode de La Patte Patrouille ou de Choupi. Pour faire votre choix, vous suivez peut-être ce conseil que l'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Il vaudrait mieux montrer des contenus lents aux plus jeunes, par exemple des épisodes de Choupi ou de Petit Ours Brun, que des contenus perçus comme plus rapides ou saccadés, comme La Patte Patrouille ou Gabi et la Maison Magique.
Pourquoi ? Eh bien parce qu'exposés à un rythme élevé, les enfants auraient ensuite plus de mal à soutenir une attention volontaire et prolongée. Mais est-ce que cette affirmation repose sur des données solides ? On a posé la question à Grégoire Borst, chercheur et membre de la commission Enfants et écran. Alors c'est effectivement une question qui a pu se poser. L'idée que quand on a un rythme accéléré d'image, est-ce que ça pourrait avoir une difficulté ou ça pourrait entraîner des difficultés notamment du développement du système attentionnel chez l'enfant. Pour l'instant, il n'y a pas de données très probantes de ce point de vue-là. Quand on regarde par exemple sur les 20 dernières années, les capacités attentionnelles des enfants n'ont pas diminué. Ce qui a fondamentalement changé dans l'environnement de l'enfant, c'est à quel point ses ressources attentionnelles sont sollicitées. Donc il faut bien comprendre que si vous avez plus de sollicitations dans l'environnement, vous allez de fait avoir plus de difficultés à vous concentrer, mais ça ne veut pas dire que vous ayez moins de capacité attentionnelle. Donc très probablement, il y a très peu d'effets du rythme avec lequel les images sont présentées aux enfants. Alors, y a-t-il des facteurs qui ont un impact sur le développement de l'enfant ? Alors on sait qu'effectivement, le temps d'écran global, ça joue négativement sur le développement notamment langagier de l'enfant. On sait notamment que c'est quand ce temps d'écran et quand l'écran est allumé pendant des moments de socialisation et notamment des moments où il y a de la communication entre les enfants et les adultes que les effets sont les plus négatifs, notamment les temps des repas. Quand la télé est même allumée en bruit de fond au cours du repas, on sait que ça va avoir un effet délétère sur le développement langagier de l'enfant. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est aussi de dire que tout n'est pas forcément négatif sur l'exposition aux écrans. On peut aussi avoir des effets positifs. Par exemple, le fait de regarder un programme ludo-éducatif va plutôt avoir des effets positifs sur le développement langagier de l'enfant. Encore une fois, les effets sont très faibles. Donc c'est pas, l'idée ici, c'est pas de prôner le fait de mettre les enfants devant des écrans pour développer leur capacité langagière. Pour les 3-6 ans, il vaut mieux regarder des contenus à visée éducative. C'est du moins ce que recommande l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Mais au fait, qu'est-ce que cela veut dire à visée éducative ? Visée éducative, très clairement, c'est des programmes dans lesquels l'enfant va pouvoir développer une connaissance et ou une compétence. Donc on peut penser par exemple au documentaire animalier. Typiquement, mettre un enfant devant un documentaire animalier, a fortiori si on regarde le documentaire avec l'enfant, c'est plutôt des programmes qui vont avoir des effets positifs sur le développement langagier de l'enfant. Encore une fois, il ne faudrait pas caricaturer les choses. On sait qu'effectivement, entre 3 et 6 ans, on apprend plutôt mieux sans écran qu'avec écran. Donc ce n'est pas substituable à d'autres types d'apprentissage, mais si ça prend une petite partie du temps d'éveil de l'enfant, ça peut s'additionner finalement à d'autres types d'activités qu'on propose à l'enfant. Est-ce que c'est un drame si un parent installe un enfant devant un écran 10 minutes pour l'occuper ? Non, si on pose l'enfant pendant 10 minutes devant un écran, ça n'est absolument pas un drame. Je crois qu'il faut qu'on dise très clairement ça aux parents. Ça peut arriver, on peut avoir besoin de faire quelque chose et on peut utiliser parfois l'écran effectivement comme un moyen de s'assurer que l'enfant ne va pas s'engager dans une autre activité. Du moment que c'est de façon relativement peu fréquente, que ça arrive dans la mesure du possible chez les enfants qui ont plus de 3 ans, ça ne pose aucun problème, il n'y aura pas d'effet délétère sur le développement cognitif, langagier et socio-émotionnel de l'enfant. Il y a des licences qui marquent une génération et qui vivent des comebacks compliqués. De son triomphe au début des années 2000 à l'échec de son épisode en 2025, la saga Metroid Prime a connu des sommets et surtout un vrai décrochage. Comment une franchise culte peut-elle passer du statut de référence à celui de déception ? Tom Comminges a augmenté son temps de jeu pour éclaircir ce mystère. Comment Metroid Prime, une saga considérée comme un chef-d'œuvre absolu du jeu vidéo, a-t-elle pu devenir presque 25 ans plus tard un échec cuisant ? On vous raconte l'histoire de l'ascension et du déclin de la saga Metroid Prime. En 2002, le premier Metroid Prime débarque sur GameCube. À son annonce, c'est un pari très osé. Nintendo confie la licence à un studio américain encore inconnu du grand public, Retro Studios. La franchise subit une transformation majeure. Les développeurs abandonnent l'environnement 2D et proposent une expérience en première personne en 3D. Sur le papier, c'est une trahison. Dans les faits, c'est un coup de génie. Personne n'attendait Nintendo sur le terrain des jeux de tir à la première personne. Mais Metroid Prime n'est pas qu'une simple simulation de tir. C'est une immersion. On y incarne la valeureuse Samus Aran, un personnage emblématique de l'univers du jeu vidéo. Dans le jeu, pas de dialogue à outrance, pas de tutoriel envahissant, juste le silence, la pluie sur la visière et une sensation étonnante d'isolement. Le génie de Metroid Prime réside dans son gameplay.
Il oscille parfaitement entre exploration façon Metroidvania, ambiance sonore minimaliste et environnement immersif. Le joueur scanne des ruines, découvre des fragments d'histoire et reconstitue un monde perdu. C'est mature, contemplatif et surtout cohérent. Retro Studios a réussi l'impossible, traduire l'ADN du 2D de la saga Metroid en 3D sans la trahir. Les suites Metroid Prime 2 Echoes en 2004 et Metroid Prime 3 Corruption en 2007 confirment le talent de Retro Studios et rendent cette trilogie iconique. La presse en sens, les joueurs adhèrent, Metroid Prime devient une référence artistique. Mais voilà, toutes les bonnes choses ont une fin. La saga tombe peu à peu dans l'oubli après 10 années sans donner de nouvelles. Et alors qu'on ne l'attendait plus, Nintendo annonce un 4e opus lors du salon du jeu vidéo E3 en 2017. Metroid Prime 4 Beyond. Ce qui devait être l'opus qui relance la série s'est transformé en galère pour Nintendo. Première surprise, Retro Studios n'est pas aux commandes du nouveau jeu. Résultat, l'opus subit un développement chaotique. Les patrons de Nintendo ne sont pas satisfaits, au point de reprendre totalement le projet en 2019, seulement 2 ans après l'annonce du jeu. En 2022, après 3 ans de silence radio, Retro Studios revient à la rescousse de son bébé. Objectif, proposer une nouvelle expérience qui plaira aux nostalgiques, mais aussi à la nouvelle génération dopée à Fortnite et Grand Theft Auto. Metroid Prime 4 sort finalement en décembre 2025 en toute discrétion. Ce 4e opus ne fait pas couler beaucoup d'encre et déçoit dès son lancement. C'est le début d'un échec pour Nintendo. Mais alors pourquoi un tel échec ? En 2025, le marché du jeu vidéo a changé. Les jeux de tir à la première personne narratifs ne dominent plus. Les attentes techniques ont explosé. Et Nintendo n'est plus perçu comme un acteur majeur du jeu réaliste. Metroid Prime 4 n'est pas au niveau des jeux d'aujourd'hui. Malgré le retour de Retro Studios, le studio n'a pas révolutionné la licence. Sur le jeu en lui-même, il ne parvient pas à maintenir l'héritage de la licence. Son environnement est intéressant, mais il reste insignifiant. Les joueurs déplorent aussi un level design douteux. Pour faire simple, ce qui faisait le succès de la licence n'est pas assez représenté dans Metroid Prime 4. La saga n'a pas forcément perdu son âme, mais elle a perdu de son impact culturel. Et si le journalisme se lisait comme une expérience interactive ? Texte, animation, graphique élégant, The Pudding transforme les données en récits visuels captivants, un média en ligne qui prouve que l'analyse peut aussi être esthétique. On a trouvé votre prochaine page web avec ce super lien. Et si le data journalisme devenait une expérience à part entière ? Pas juste du texte et des chiffres qu'on ferait défiler, mais quelque chose qu'on explore et avec lequel on peut jouer. Aujourd'hui, je vous emmène sur The Pudding, un site qui apporte un vrai twist au journalisme de données. Le site pudding.cool est un espace qui mélange data, narration interactive et design. Ici, chaque article est pensé comme une expérience visuelle. On ne se contente pas de lire, on clique, on déplace des éléments, on fait défiler des graphiques, on observe des animations qui réagissent à nos actions. Le principe est simple, prendre des sujets parfois complexes et avec des milliers d'angles de connaissances possibles, comme la musique, le travail, les algorithmes, les inégalités, la pop culture, pour rendre le tout compréhensible par l'interaction. Plutôt que de vous dire « voilà les chiffres », le site vous laisse les manipuler vous-même et les met en forme de façon à ce qu'ils imprègnent votre mémoire. En parcourant chaque contenu, qui aura soigneusement été revisité éditorialement et graphiquement, vous ne manquerez pas de murmurer intéressant. Par exemple, même pour une tâche aussi banale que couper un oignon, il est possible d'appliquer des formules mathématiques et des statistiques pour optimiser le résultat. Et The Pudding utilise cette idée comme point de départ pour raconter une histoire visuelle et ludique plutôt que de partager un simple tuto de cuisine. Et dans l'analyse de données, The Pudding va assez loin. Certains contributeurs du site ont même exploré le lien entre le rapport qualité-prix d'un vin et le type d'animal figurant sur son étiquette. Plus de 1500 vins ont été passés au crible, combinant des données Vivino et reconnaissance d'images, pour révéler des tendances statistiques surprenantes. Les félins et les créatures mythiques font apparemment gonfler le prix des vins. Le data journalisme s'applique aussi à la musique. Dans le contenu Music DNA, ils explorent comment des éléments sonores, samples, paroles et motifs, tissent une sorte d'ADN musical qui relie des générations entières d'œuvres et d'artistes. Grâce à des visualisations interactives, ils montrent comment des chansons d'hier résonnent dans celles d'aujourd'hui, révélant des lignées musicales complexes et fascinantes. En fait, à chaque fois, les données deviennent visibles, presque tangibles. Ce qui frappe, c'est le soin apporté au design. Tout est minimaliste, fluide, élégant. Rien n'est là pour faire joli gratuitement. Chaque animation sert le propos
chaque graphique raconte quelque chose. Derrière Pudding.cool, il y a une petite équipe de journalistes, chercheurs, designers et développeurs, souvent issus du data journalisme. Le site tire son nom d'un vieil adage anglais, à savoir « La valeur d'un pudding ne se juge pas à sa recette, mais en le goûtant ». À l'image de ce proverbe, The Pudding propose des récits visuels et interactifs où les données ne se contentent pas d'être présentées, elles se vivent. C'est cette approche immersive qui donne tout son sens au nom du site. Pudding.cool pose aussi une question essentielle. À l'ère du scroll infini et de l'attention fragmentée, est-ce qu'on ne devrait pas repenser la façon dont on nous raconte le monde ? Ici, pas de titre racoleur, pas de baiting visuel pour attirer le clic, juste du contenu qui prend son temps et qui respecte celui du lecteur. C'est un site qui prouve qu'Internet peut être autre chose qu'un flux continu d'informations jetables, un espace où la curiosité est récompensée et où comprendre devient presque un plaisir. Tout ce qu'on aime dans un super lien en fait. On l'a connu comme place publique numérique, terrain de clash, d'infos en continu et de révolution en 280 caractères. Mais que s'est-il vraiment joué dans les coulisses de Twitter ? Décisions internes, stratégies, tensions et virages historiques quand un meunier passe de l'autre côté de l'écran et revient sur l'envers du décor du réseau social d'Elon Musk, de A à X. Ces 20 caractères ont changé le monde. Vous êtes peut-être déjà demandé comment un simple message sur Internet peut circuler plus vite que la lumière ou comment une phrase peut déchaîner les plateaux télé. Eh bien c'est grâce à ce petit oiseau bleu remplacé par une simple lettre X. Aujourd'hui, on parle de Twitter, de son créateur Jack Dorsey et de comment c'est devenu l'une des plateformes les plus clivantes d'Internet. C'est l'un des premiers messages postés sur ce qui allait devenir Twitter. Just setting up my Twitter. C'est Jack Dorsey qui l'a posté en 2006 sur la première version du site. À l'époque, lui et son entreprise Odeo essuient un échec commercial et cherchent une nouvelle voie vers le succès. Au même moment, la grande mode, c'est les blogs, pour parler de sa vie ou de son activité professionnelle. Dorsey est un jeune ingénieur fasciné par les systèmes de dispatch. Il imagine un service simple de courts messages instantanés que chacun peut envoyer à son réseau. Une sorte de journal personnel en ligne, mais en version ultra concise. Quelques mois plus tard, le site est accessible au grand public et Twitter est lancé. Twitter devient un outil de communication en temps réel lors d'événements publics ou de festivals. Les gens utilisent des hashtags pour organiser les discussions et le retweet devient un réflexe. Des millions d'utilisateurs découvrent que 140 caractères suffisent à créer des mouvements et des conversations massives. Tweeter devient même un verbe et ça montre que la marque a vraiment envahi le quotidien. Dans les années 2010, Twitter développe sa petite communauté, avec ses petites habitudes et ses mèmes, comme le Follow Friday, où les gens se partagent des recommandations de comptes à suivre, ou le fait de ratio quelqu'un par exemple. Twitter devient aussi une agence de presse en temps réel, un endroit où journalistes, citoyens et personnalités peuvent échanger en temps réel. Même les politiques se sentent obligés d'y être, avec plus ou moins de succès. Alors, on me dit que je reçois un tweet. Ça, c'est quand même une sacrée tuile, quand même, recevoir un tweet. Mais un jour, tout change. L'application s'apprête à entrer dans une nouvelle dimension. Elon Musk s'intéresse à Twitter. Elon Musk, c'est un entrepreneur américain et sud-africain qui est surtout connu pour des projets d'ingénierie un peu loufoques ou pour avoir voulu relancer la course à l'espace. En 2022, il rachète Twitter pour 44 milliards de dollars. Et son premier objectif, c'est de gagner de l'argent. Comment ? Il réduit les structures de modération, il licencie des milliers d'employés, et le système de certification, la petite coche bleue qui certifie que vous êtes bien une personnalité publique et pas un imposteur, devient payant. Le réseau est rebaptisé X, une volonté par Musk d'en faire une Everything App, une application tout en un, mêlant réseau social, messagerie, paiement, IA et plus encore. L'oiseau bleu iconique est mort. Deuxième étape, servir un projet politique. Sous Musk, X devient un instrument au service d'une certaine idée de la liberté d'expression, une vision très particulière, proche des idées conservatrices, sous couvert de libre débat et de dénonciation du wokisme. Bref, des idées très proches de celles du patron. En pratique, l'algorithme du fil pour vous a par exemple été modifié afin de maximiser l'engagement, c'est-à-dire le nombre de retweets et de commentaires, ce qui favorise la polarisation politique. Ce phénomène accélère à l'approche de l'élection présidentielle américaine de 2024. Des études sur les données de X ont montré que des modifications algorithmiques ont eu tendance à mettre en avant les contenus favorables à certaines personnes comme Donald Trump. Face à ça, des alternatives vont essayer de se créer, Threads, Blue Sky,
Mais ça n'a pas vraiment marché. L'ancien patron, Jacques Dorsey, est quant à lui aux abonnés absents. C'est le moment de refermer cette salle et de légèrement baisser la luminosité de nos écrans. Merci d'avoir suivi le résultat de nos nombreuses heures de recherche. On se retrouve très bientôt et n'oubliez pas, il y a tant d'écrans et tant de choses à comprendre sur Internet.